Hey, comment ça va? Bienvenue sur ACO, on est sur l'épisode numéro 2 aujourd'hui. Je suis trop content d'être là aujourd'hui avec vous et avec Luc. Merci de nous écouter et d'ailleurs merci aussi pour les premiers retours que vous avez fait sur le premier épisode, ça me touche énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir, t'as capté. Et aujourd'hui les amis, on a à la maison Luc Manetta. Donc, Luc, c'est un ami à moi, c'est un batteur, c'est un bricoleur, un papa de 2 enfants et un mari génial. Et du coup, Luc, je te laisse te présenter. Cool, merci Jean pour ce message de bienvenue, merci pour ton invitation. Eh bien écoute, oui, je suis, comme tu as décrit, un heureux papa, 2 enfants mariés avec Mathilde depuis bientôt 10 ans. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là, honoré, parce on a découvert l'activité d'entrepreneur, moi pour ma part, il y a 5 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et je participe avec une belle équipe en France à un ministère qui s'appelle Compass. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc aujourd'hui, je prétends pas avoir toute la connaissance sur ça, mais je suis passionné. C'est un domaine qui me touche au quotidien et je pense qu'on va aborder ça avec plein d'aspects, plein de domaines, plein de thèmes. Et merci encore pour l'invitation. Oh, cool, merci beaucoup pour cette présentation. C'est ouf parce que ça se voit que t'es un gars qui est hyper passionné par ce que tu dis, par ce que tu fais aussi. Et du coup, pour le thème de cet épisode, ce sera du coup les finances, comme Luc a un peu introduit. Et donc les finances, l'argent, tout ce qui concerne du coup cet aspect-là. Ce sera pas le gars qui va vous apprendre à gagner 1 million d'euros en un mois. C'est pas le gars qui est sur YouTube qui fait salut à toi jeune entrepreneur. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non, ça me dit rien, mais je sais qu'il y a plein de choses. Ouais, bref. Du coup, pour commencer, ma première question pour toi, c'était vers quel âge en fait t'as appris ce que c'était l'argent et surtout comment t'as appris à le gérer? Alors c'était une très bonne question et en fait, en y réfléchissant, je me suis replongé un peu dans mon enfance et forcément, on a tous un background plus ou moins à jour dans notre tête, en mémoire, etc. Et j'ai eu du mal à me dire à quel âge précisément j'ai une expérience où j'ai d'un coup compris ce que c'était. Et en fait, j'avais pris note de trois choses qui m'étaient revenues comme ça. La première, c'est que mes parents ils m'avaient mis une petite tirelire dans la cuisine. Je me souviens exactement où elle était. C'était une sorte de clown comme ça, avec un clown sur un ballon de foot. C'est ça le gars qui a un clown. Ouais, je crois que c'était quelque chose cochon. comme ça. Non, c'était pas un cochon, justement. Non, c'était pas la tirelire classique. Okay. Et je me souviens, il y avait un petit capuchon en dessous, je pouvais ouvrir et je pouvais sortir les billets, sortir les pièces et au-dessus comme une tirelire normale, quoi, une petite encoche pour mettre les pièces, les billets. Et chaque fois que j'avais un peu d'argent, je recevais à l'anniversaire, je pouvais mettre dedans, etc. Et je me suis souvenu de ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais commencé à avoir une logique de faire des économies en fait. C'était mettre un petit peu d'argent dedans et ce que j'avais dedans je pouvais l'utiliser. Ce que j'avais pas je l'utilisais pas. Ça c'était le premier exemple. Ensuite je me souviens un petit peu plus tard, j'avais quelques sous quand j'allais au collège, donc je pense vers l'âge de 11-12 ans, et mes parents m'avaient donné je sais plus, un peu d'argent, et au collège tu pouvais t'acheter des jetons pour t'acheter des petits pains. Donc pour acheter un petit pain, et c'était je sais plus quel jour et tout ça, tu pouvais t'acheter des jetons jaunes, je me souviens, et avec ça tu te prenais un petit pain. Je me souviens que je devais gérer le fait de soit les autres voulaient me taxer des jetons pour s'acheter des petits pains aussi, vas-y file-moi un jeton et tout, et je devais gérer cette disponibilité là, genre comme être un dispensateur, mais genre si je grille tout d'un coup, j'ai plus pour les semaines d'après, tu vois. Et du coup, ça, je me souviens, je devais, ça crée un mécanisme en moi. Je me dis, ok, je vais tempérer mes dépenses. En tout cas, je vais acheter mes petits pains, je vais acheter mes jetons. J'en ai 10 et combien de temps je vais tenir avec. Et je commençais à avoir un petit peu une logique un peu sur ça. Ça, c'était le deuxième exemple. Mais du coup, t'as acheté les jetons et c'est les autres qui te les achetaient, les jetons après? Alors non, ça... généreusement, tu vois, j'en donnais à... Ok, je pensais que tu faisais du bénéfice par-dessus les jetons. Non. Ah, c'était une bonne idée, ouais, mais j'avais pas encore ce mécanisme-là. Non, c'était vraiment genre, j'en ai encore 2, bon, si j'en file un à mon pote, j'en ai plus qu'un, etc. Mais bon, ça m'enseignait quand même la générosité. Ah, c'est cool. Et pour rebondir sur le fait de la générosité, j'ai
En fait, en vrai, c'est 4 exemples. Pardon, je m'étais noté 4 choses. C'était que pendant qu'on était plus jeune avec ma sœur, on jouait au marché aux puces. Et en fait, je sais pas pourquoi, d'un coup, on a commencé à jouer à ça. Elle jouait, elle avait son stand dans sa chambre, et moi, j'avais mon stand dans ma chambre. Et en fait, on se créait de l'argent papier, où on écrivait le montant dessus, et on passait de chambre en chambre, on regardait ce que l'autre avait, tout ça. Combien ça coûte? Et puis, en fait, on s'achetait des choses, quoi. C'était... Je sais pas si c'était un peu comme ça, et puis c'est venu, je sais pas si mon père faisait quelquefois des marchés aux puces, ou en tout cas ça c'était un peu l'entrée du business, nos premiers business c'était ça en gros. Et c'était avec quoi que vous échangez les... En fait du papier, ouais, c'est du papier, on coupait dans du papier, on s'écrivait 100 dessus, 10, machin, et puis on se payait des choses comme ça. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à ce que j'avais aussi en primaire, c'était dans les livres de maths. Pigby, je crois, ça s'appelle. Pour ceux qui connaissent, c'est du coup, à la fin du livre de maths, en fait, tu avais du coup la page et tu avais des billets et des pièces en fait, que tu pouvais détacher de la page. Et du coup, tu avais genre un gros tas et tout. Et du coup, on se les distribuait, on jouait avec ça, avec mes frères, mon frère, ma soeur et tout. Et ça me faisait penser à ce que tu viens de dire là par rapport à ça. Ouais, c'est un premier contact avec, pareil, le Monopoly ou des choses comme ça, et tu t'apprends un peu à gérer. Bon, après, c'est d'autres proportions, d'autres sommes et tout, une autre logique aussi, de gain et d'appât, etc., du gain, donc faut faire gaffe. Et le dernier exemple, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué quand j'étais plus jeune, c'était que j'étais avec mes parents à Mulhouse. Je me souviens, c'était au centre-ville, un soir d'été. C'était la fête de la musique, ou bref, c'était une soirée où il y avait du monde dehors. Et puis, on croise un gars comme ça dans la rue qui était pauvre. Mais vraiment, je me souviens exactement comment il était encore. Il était habillé, c'était un black, il avait des grandes dreadlocks et tout. Et puis moi, en fait, à ce moment-là, j'ai été, mais alors, percuté dans mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer, d'un coup, comme ça. Ouais. Je devais avoir 8 ans, peut-être, ou j'étais hyper jeune, quoi. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et du coup, j'ai pas arrêté de pleurer. Mon cœur, il brûlait et tout ça. Et de le voir mal comme ça, il me semblait pauvre, quoi. Ouais, t'en as mal, ouais. Et en fait, j'ai été réconforté. Donc, je savais pas que c'était de la compassion au départ. J'ai compris ça beaucoup plus tard et tout. Et j'ai été réconforté à partir du moment où mon père, il l'a pris, ce gars, il l'a emmené, il y avait un petit bar à côté, puis il lui a payé une bière, il lui a offert quelque chose, quoi, une bière, ou je sais plus ce qu'il avait payé, mais une boisson, pour prendre soin de lui, pour lui dire qu'on l'aime. Enfin, c'était comme ça que je l'ai compris, tu vois. Et ça m'a après réconforté. Je me souviens, on m'a même assis sur le bord d'une fontaine, je crois, on m'avait câliné comme ça parce que j'étais inconsolable. Et du coup, ça c'était un exemple qui m'a encore marqué jusqu'à aujourd'hui. Ce que je regrette un tout petit peu aujourd'hui, c'est que mon cœur il s'est un peu plus endurci. J'ai aimé sentir la chaleur et que ça avait fait. Et ça, c'était quelque chose qui m'a après suivi dans ma vie, où j'ai eu des moments forts comme ça, où au travers des expériences, on en parlera peut-être, avec l'argent, avec ce que tu peux faire avec, où ça... c'est vraiment, tu reviens vraiment à l'essentiel. Et on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais c'était cette première expérience que j'ai eue, m'a marqué pour toujours, je pense. Et c'était le dernier truc que j'ai noté, ouais, donc... Wow, ok, ça c'est hyper intéressant. Et pour revenir justement sur ce que tu as dit là par rapport au dernier exemple, c'est un truc de ouf parce que... en fait, on en a parlé dans le premier épisode par rapport aux influences, par rapport à d'où viennent nos habitudes, nos manières de faire et tout. Et c'est vrai que la manière dont nos parents en fait gèrent leurs finances, ça, et la manière dont ils sont généreux ou dépensent autour d'eux, en fait, ça va nous impacter. En fait, surtout toi, tu as par exemple quand tu avais 8 ans là, et justement que tu as vu ton père faire ça, justement, pour moi, je trouve que c'est un hyper bon exemple de la générosité de montrer ça, parce que du coup, l'enfant il voit que son père, sa mère agit de cette manière-ci ou de cette manière-là, instinctivement il va reproduire ce qu'ils ont fait, quoi, normalement. Et ça, je trouve ça ouf. L'enseignement par l'exemple, quoi. C'est clair, l'expérience, et puis ça transmet aux enfants, ça montre des choses, c'est du concret. Moi, ça m'a touché, ouais.
Et du coup, tu as parlé du coup, de la dépense que tu faisais avec cet argent. Du coup, tu as dit que cet argent-là que tu avais, tu as pu un peu le gérer depuis que tu étais petit, quoi, c'est ça? Et dans quoi est-ce que, au fil du temps, tu dépenses tes choses? Est-ce que ta vision, en fait, de la dépense des économies que tu fais, est-ce que c'est la même qu'il y a quand tu étais petit ou quand tu étais au collège ou quand tu étais au lycée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Pas dans le sens... Bien sûr que quand tu as, je sais pas, 20 ans, 30 ans, tu as peut-être acheté, je sais pas, je dis n'importe quoi, une voiture, alors que forcément, quand tu as 5 ans, tu vas pas acheter une voiture, ça c'est logique. Mais je veux dire, la mentalité ou la manière de voir, la manière d'économiser, est-ce qu'elle a changé depuis que tu es petit jusqu'à maintenant, quoi? Oui, c'est une très bonne question. En fait, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est... j'ai compris que... Très jeune, en fait, j'ai compris que tu peux dépenser ce que tu as et tu peux pas dépenser ce que tu n'as pas. Donc c'est très simple. Et c'est quelque chose qui est valable petit, c'est valable quand tu es ado, quand tu es jeune adulte et pour plus tard. Certains l'ont pas compris. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais un billet de 50 francs à l'époque. C'est 50 francs que je peux utiliser. Ce sera pas 60 francs. Donc je vais pas m'acheter quelque chose à 60 francs. Ensuite, j'ai économisé pour m'acheter une batterie, etc. Pour avoir un meilleur instrument de musique. Tu disais j'étais batteur, donc ça, c'était une belle expérience aussi. J'ai mis de côté. Quand j'avais la somme, j'ai pu acheter. Aujourd'hui, on voit très nettement sur le marché, sur les marchés, sur la façon de consommer aujourd'hui, c'est que tu peux acheter à crédit. Tu peux tout acheter en X fois sans frais ou en X fois avec frais, etc. Et en fait, ce qui m'a... Alors, c'est pas que je l'ai pas fait, hein, parce que je l'ai pratiqué aussi. J'ai pu acheter un jour une voiture en payant plusieurs fois, etc. Et j'ai fait, crédit, etc. Mais ce que j'ai gardé depuis tout jeune, c'est être dans le rouge. C'est pas positif. C'est pas dans l'image, pas mathématique, mais c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de rester. Je connais des gens qui savent que leur banquier, par exemple, accorde d'être dans le rouge à moins 500. Okay. S'ils gagnent 1000 €, ils pensent qu'ils ont 1500 € à dépenser par mois. Ouais, ok, carrément. Donc, ah oui, d'accord. Voilà, c'est une mentalité que j'ai absolument pas développée au cours des années. Et puis c'est vraiment quelque chose depuis tout petit. Tu peux dépenser ce que tu as et jusqu'à aujourd'hui, ce que tu n'as pas, non, tu peux pas le dépenser. Wow. Après, bien sûr, on peut aller très très loin dans la perspective. Parce qu'au travers de tout ça, dans mon éducation financière, il y avait une partie où j'ai grandi sans avoir d'enseignement au travers de la Bible, au travers de la foi, au travers de tout ce que j'ai appris aussi et découvert au travers de mon expérience avec Dieu. J'ai bien sûr découvert d'autres principes qui mettent en action des pas de foi aussi, et puis forcément qui libèrent après des miracles, et ça c'est encore un autre domaine, etc. Mais vraiment dans le très concret, dépenser ce que tu as, ne pas dépenser ce que tu n'as pas. Ça, c'est ce qui m'est resté. Ouais. Et par rapport à ça, justement, par rapport à cette phrase, ce que je me suis demandé, c'est, par exemple, toi, tu étais né dans une famille genre moyenne. C'est ça. Et, parce que ce que je me suis dit, c'est, tu vois, les personnes qui sont nées dans des familles bourgeoises, des familles très, très aisées, qu'est-ce que, en fait, ça leur apporte par rapport à la valeur de l'argent, tu vois? Parce que du coup, la phrase du coup, tu dépenses ce que tu as et tu dépenses ce que tu n'as pas, forcément, eux, s'ils ont toujours tout eu, tu vois. Ouais. Et après, je sais pas, je veux pas dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, parce que je pense que dans ce monde, il y a quand même des personnes qui vivent dans des familles très aisées et qui apprennent la valeur de l'argent à leurs enfants aussi. Exact. Je pense que ça existe et en tout cas, je l'espère. Et parce que du coup, pour notre cas, moi, pour ma part, tu vois, je suis né dans une famille où mes parents, ils étaient réfugiés, ils sont venus du Cambodge et ils sont venus sans rien. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est un des points qui m'a énormément touché parce que et qui m'a appris aussi la valeur de l'argent et la gestion quand j'étais petit. C'était que on n'avait pas forcément tout ce qu'on voulait. Et après, ça, c'est un point aussi qu'on peut peut-être avoir dit après par rapport à la perspective biblique sur les finances, mais on n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais on a tout ce qu'on avait besoin.
Et le fait de justement de comprendre la valeur de l'argent depuis que tu es petit, par exemple, j'ai économisé aussi de l'argent. Je recevais des pièges, tu vois, genre des trucs de 50 centimes, 1 euro, 2 euros, des trucs comme ça quand j'étais au collège et tout. Et pour moi, c'était un truc de fou parce qu'en fait, j'avais pas reçu d'argent et genre, j'avais pas tout ce que par exemple j'ai maintenant, dans le sens où j'ai pas un salaire, j'ai pas des choses comme ça, et le fait que ma mère ou mon père me donnait 1 euro, 50 centimes et tout, j'étais trop content parce que je me dis, en fait, même si c'est une petite valeur, et ça c'est une chose que ma mère m'a toujours appris, c'est que peu importe la valeur, que ce soit 1 centime, 2 centimes ou 3 centimes, etc., en fait, peu importe, ça reste de l'argent en fait, dans le sens où pas que parce que de nos jours j'ai l'impression que les gens ils sont là en mode ouais, c'est juste 1 centime, c'est juste 2 centimes, pas dans le sens où t'es un rat, mais dans le sens où en fait ça reste toujours de l'argent en fait, et si tu économises 1 centime, 1 centime, 1 centime, au final en fait cet argent-là, par exemple, tu peux l'utiliser pour aider quelqu'un ou même pour quelqu'un qui en a besoin, ça vaut quelque chose, tu vois. Et justement, cette valeur de l'argent, je pense que c'est hyper important de comprendre en fait la valeur de l'argent depuis que t'es petit, quoi. Et c'est cool par rapport à ce que tu as dit sur le fait de dépenser juste ce que tu as et ne pas dépenser ce que tu n'as pas. Et du coup, pour la suite, je voulais du coup savoir qu'est-ce qu'une bonne gestion des finances pour toi? Qu'est-ce qu'une bonne gestion des finances? Je pense que dans un premier temps, tu pourras répondre à cette question par rapport à un ado ou un jeune adulte, tu vois. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est des personnes en 18-25 ans. Et je pense que c'est à cet âge-là que, par exemple, tu commences à recevoir une bourse, tu vois, quand tu fais des études sup. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui galèrent avec l'argent et tout, parce qu'il y a des parents qui les aident pas, etc. Et moi, j'ai eu la grâce de justement que mes parents puissent m'aider. En plus que ça, j'ai la bourse, etc. Et donc, c'était vraiment ouf, quoi. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Et je sais aussi que quand, par exemple, tu commences l'alternance ou ce genre de choses, et tu commences à gagner un salaire plus en plus grand, c'est pas non plus au-dessus du SMIC forcément, mais c'est dans le sens où, à partir du moment où tu commences à gagner des plus grosses sommes, des fois, il y en a qui, vu qu'ils n'ont jamais eu l'habitude, tu vois, de gérer ce genre de sommes, qu'est-ce que tu leur conseillerais, tu vois, comment gérer leurs finances? Alors, quand je réfléchissais à cette question-là, c'est vraiment, en fait, c'est vrai qu'il faut que je me place dans la perspective, parce que j'étais alternant aussi, vraiment. Je suis passé par là, j'ai eu le privilège d'être plus jeune. J'avais de l'argent de poche, mon père me donnait un petit peu d'argent, etc. Et pour mes études, jamais eu de soucis. Il m'avait payé un appart en loc. Enfin, j'ai vraiment... C'est vrai que j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Et j'ai quand même mesuré l'importance d'avoir des sous, de savoir les gérer. Et du coup, je me souviens, je faisais des cours de batterie. Et on m'avait lancé dans ça, mon prof qui m'a dit maintenant, Luc, c'est à toi de le faire. Et ces cours de batterie m'ont ramené un petit peu d'argent que j'avais finalement en plus. Un petit peu, et je me disais, ok, j'ai un travail, je suis en alternance, j'ai quelques sous. En fait, c'est d'avoir tout de suite la notion, je pense, de c'est quoi ta vision, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, à quoi tu veux arriver plus tard. Forcément, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il ne faut pas mettre un pouvoir d'en avoir, ça aide bien, ça c'est clair. Mais parfois, je me suis aussi rendu compte que j'avais une mentalité de si j'ai pas d'argent, je peux rien faire, et ça c'est pas vrai. On peut faire des choses sans rien. Et donc ma vision, c'était un jour, je voulais m'acheter quelque chose de mieux pour équiper ma batterie, pour être meilleur, pour avoir un meilleur son. Donc je m'étais fixé un objectif et je me disais, ok, il me faut tant et tant. Donc j'avais commencé à me dire, ok, ce que je dépense, ce que j'ai besoin. Et en fait, je pense que la notion, c'est très simple, c'est la notion du budget. C'est à tout âge, on peut faire ça quand on est petit, quand on est grand, etc. Et au petit, on peut apprendre à dire ok, tu as reçu 10 euros, il y a une partie que tu vas mettre de côté peut-être pour honorer Dieu, enfin, c'est certain peut-être, allez, on y va. Une partie que tu vas utiliser pour économiser, pour plus tard, de mettre de côté. Et il y a une partie que tu peux dépenser pour ce que tu veux, te faire plaisir. Parce qu'en fait, c'est très frustrant quand tu as un peu d'argent
et que finalement c'est que pour économiser ou c'est que et puis finalement pas en profiter. Donc ça c'est quelque chose qui nous pousse parfois à l'excès et dire maintenant j'en ai marre, je vais m'acheter un truc, je vais dépenser, je vais aller au ciné, puis en fait on claque notre argent comme ça et finalement ça fait bêtement. Et alors que si tu dis ok là j'ai bien réparti, puis j'ai un petit peu de sous maintenant pour le dépenser comme je veux et tout, maintenant je peux me faire plaisir, c'est des sous pour me faire plaisir. Et du coup à tout âge tu peux faire ça. Et en fait quand je suis arrivé à la période de jeune adulte, etc., j'avais un compte, je pouvais faire ce que je voulais avec, et je me dis, ok, comment je vais faire ? J'ai une partie d'économie, j'ai une partie, et puis c'était pas encore l'époque où je connaissais les principes bibliques, les principes de Dieu, donc c'était moi et moi. Okay. Donc, et puis par la grâce de Dieu, voilà, il m'a soutenu, il m'a permis de comprendre après des choses, on en parlera après encore une fois. Et c'est juste que je pense de faire un budget, de donner une vision. C'est-à-dire, ok, je suis en alternance, je fais des études, qu'est-ce que j'ai besoin et comment je peux y arriver, etc. Et après, c'est en faisant des petits pas, et petit pas par petit pas, qu'on arrive à faire des grandes choses, qu'on arrive à avoir... finalement une discipline qui m'a permis d'avoir je sais pas moi, il me fallait 200 € pour m'acheter une cymbale par exemple. J'ai mis 20 fois 10 € de côté et finalement j'y suis arrivé par exemple. Et en plus de ça tu as pu vu que tu as mis de côté et que tu avais de l'argent encore à dépenser, tu peux même te faire plaisir encore à côté. C'est ça. Et je pense c'est une petite répartition comme ça. Après en fait on néglige comment dire, le potentiel que peut avoir un budget et en toute transparence c'est quelque chose qui est pas naturel. C'est pas quelque chose où on a envie de s'y coller parce que c'est mentalement ou c'est dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est ringard ou qui est assez saoulant de s'arrêter à un moment donné, de faire un Excel, de prendre un petit peu un tableur ou une feuille de papier ou alors très simplement des enveloppes et puis tu mets ton cash dedans. Enfin, il y a plein de méthodes qu'on peut mettre en place. Et finalement, en fait, quand tu vois le bénéfice que ça fait et la joie que ça procure après, tu te dis ah punaise. Et j'avoue qu'en grandissant, en avançant dans la vie, avec Mathilde, avec les enfants, etc., de temps en temps, on perdait un peu le fil, on n'était pas forcément assidu à faire un budget. Et puis quand on se rend compte que quand on fait l'effort, et on se rend compte qu'on a plus que ce qu'on pensait après. Mais ça c'est ouf, ça c'est vrai, ça c'est trop vrai. Et on l'a vu, on l'a expérimenté cet été, on s'est dit ok, wow. Et puis à la fin, on s'est dit mince, mais on a encore plus que ce qu'on pensait. Et voilà, je pense que c'est des expériences comme ça qu'on a expérimenté voilà, dans le concret. Mais très terre à terre, alors c'est vrai que ça aide forcément de venir d'une famille qui a des moyens, certains ne s'en plaignent pas, enfin certains jeunes ont les parents qui soutiennent très très facilement derrière, ils n'ont jamais eu aucun souci. Je trouve que c'est important effectivement comme tu as dit, de transmettre la valeur de l'argent. Moi je me souviens que dans la rue, quand je voyais 1 centime par terre, il y avait des fois où j'avais tendance à shooter dans la pièce ou à passer à côté, etc. Et un jour, j'ai eu comme une pensée comme ça, c'est un peu une pensée, je sais pas si c'est une pensée divine ou bref, dans le sens, est-ce que si tu veux devenir millionnaire un jour, t'as le droit de dénigrer ce 1 centime là. Et c'est en commençant toujours par des petites choses. Et c'est ça que j'aime dans le milieu des finances, c'est que tout part d'une petite chose, une petite pensée, de commencer avec un petit budget, de commencer avec de petites économies, de commencer avec des petits mécanismes, des petites réflexions, des bons petits raisonnements en fait. Et en fait, après, quand j'ai commencé à marcher dans la rue, hop, une pièce de 1 centime toute rouillée ou un peu dans la boue et tout, je la prenais et je la mettais dans une poche et après à la maison, dans un petit pot. Tac, puis 10 fois 1 centime, ça te fait de nouveau 10 centimes. Et puis après, il y avait puis un jour, après tu trouves 10 balles par terre. Enfin, et tu peux pas te permettre de dénigrer les petites choses si un jour tu veux des grandes choses. Tu vois. C'est ça. Ah oui, et en fait, c'est juste une mentalité. C'est pas dans le sens, tu vois, un rapia qui dit voilà 1 centime. 1 centime et puis tu te sens plus. Voilà, mais en fait, ça c'est ce que tu crois que les gens te voient. Enfin, que de cette manière, en fait, du coup, en fait, en prenant cette pièce, tu te dis
Ouais, ils sont tous en train de me regarder, ils sont en train de se dire, ouais, les gars, ils galèrent et tout, ils ramassent carrément les pièces de 1 centime par terre et tout. C'est ça. C'est le regard des autres, ça c'est quelque chose qui est compliqué, mais comme dit, c'est travailler son cœur. Là, c'est vraiment une attitude de cœur, c'est dire commencer dans les petites choses et Dieu t'en confie des grandes après, être fidèle dans les petites choses, et puis et ça a un impact sur plein d'aspects. Ouais. Ok. Bah merci pour. Je sais pas si ça a répondu à la question. Si, franchement, c'est. Nos amis qui sont en alternance, en études. Après, c'est du cas par cas. Oui, il y a beaucoup de cas. Enfin, c'est très particulier parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Forcément, quand tu parles de finances, que ce soit au niveau comme dit, de la famille dont tu viens, de ce que tu fais dans la vie, où tu habites, etc. Il y a vraiment plein de choses qui entrent en jeu. Mais là, tu as vraiment répondu de manière globale. C'est vraiment trop cool, en tout cas. Je pense que ça pourra aider beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Et même moi-même en fait parce que je suis regardant encore. Et du coup maintenant on va plutôt passer à ceux qui travaillent déjà et tout, qui ont peut-être une famille, qui sont en couple. Et toi du coup comme tu avais dit au début quand tu t'es présenté, tu es auto-entrepreneur dans l'immobilier. Et du coup vu qu'il y a des jeunes aussi qui nous écoutent ou des personnes qui peut-être aimeraient se lancer dans ce domaine-là, comment est-ce que tu pourrais les encourager à rentrer dedans, ou bien pour ceux qui sont dedans et qui ont du mal peut-être à gérer leurs finances, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce que c'est vrai que par exemple quand tu es auto-entrepreneur, ma mère aussi elle est auto-entrepreneuse avec son atelier de retouche d'habits, et c'est vrai que par exemple si tu n'as pas de clients en fait t'as pas d'argent en fait, et par exemple dans le cas où t'as ton atelier par exemple pour ma mère, et elle doit payer un loyer parce que elle a son atelier, et si elle a pas de clients elle pourra pas payer son loyer en plus de payer le loyer de la maison, etc. et tout. Et du coup comment est-ce que tu pourrais les encourager par rapport à ça? Alors c'est une longue histoire, et mon cas est un petit peu particulier, mais il y a quelques principes qui en ressortent, et j'espère que voilà, nos amis qui vont nous écouter sauront les prendre pour eux. Alors en fait, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur donc dans le métier de l'immobilier, et j'ai progressé dans le statut simplement par rapport au plafond. Du coup, je suis en entreprise individuelle maintenant. Alors, ça implique quoi? Ça implique que tu payes d'autres charges, que tu as la TVA à payer, etc. Chose que tu n'as pas forcément au tout début. Donc, le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment un statut qui permet aux gens de se lancer dans le business. Sans forcément quitter leur travail s'ils ont un travail. Tu vois, tu peux faire ça en parallèle, par exemple. Alors, moi, ce que j'encourage toujours, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand moi j'ai choisi parce qu'avant je travaillais dans le métier j'ai appris conducteur de travaux. Ça c'était le domaine de mes études. J'ai fait du chantier, je suivais des chantiers de maison, j'étais sur le terrain, etc. J'ai arrêté, j'ai ouvert une entreprise dans le milieu de l'événementiel, dans la production musicale avec des amis. On a rénové un studio, on s'est lancé à notre compte. On a fermé boutique parce qu'on n'arrivait pas à se payer. Donc très clairement j'ai vu les défis du statut de SARL, parce qu'on était en SARL, d'accord, et on avait plein de charges à payer, et tout l'argent qui rentrait on devait le redonner, etc. Donc on n'arrivait pas à subvenir à nos besoins, si je peux dire. Donc encore une fois, je rebondis sur le fait que le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment un statut qui a été créé pour faciliter les choses, pour avoir une belle transition, etc. Ensuite, à la fin de cette expérience-là, je suis reparti dans le milieu du travail un court temps. J'étais salarié, et je me suis mis au chômage. Bref, c'est l'histoire de 10 ans de ma vie en 15 secondes. Et j'ai retravaillé dans un lycée où j'étais de nouveau salarié. Bref, à la fin de ce travail au lycée, j'ai eu l'opportunité de faire de l'immobilier. Et on en vient au point où j'en suis maintenant. Faire de l'auto-entreprise, pour moi, c'était j'arrête mon métier d'avant. Et je continue, et je vais complètement dans un nouveau domaine que je connaissais absolument pas. J'ai jamais fait de commerce, j'avais jamais fait d'immobilier proprement dit. J'avais fait de la construction, mais vendre un appartement, c'est pas du tout pareil. Même si tu as des connaissances, tu sais lire un plan et tout. Donc la question c'était, ok, je vais prendre un risque. Pour moi déjà, être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait prendre un risque. Et ce risque-là, il faut le mesurer. Quand tu es seul, célibataire, tu es jeune,
Ce risque, je l'ai pris quand on a construit notre studio et qu'on s'est lancé. On était 4, 5, 6 jeunes. On était une petite bande d'amis. On a foncé, on était tout feu. Et je regrette absolument pas. Ça m'a mis le pied à l'étrier, si je veux dire. Mais l'erreur, le poids et tout ce qui en va avec, ça tombait sur moi et moi seul. En gros, j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant, j'avais pas une famille qui aurait pu être impactée. Ouais. Donc ça, c'est plein d'éléments comme ça qu'il faut voir. Quand tu choisis d'être entrepreneur, qui c'est que ça va déjà impacter, d'accord ? Parce que tu peux prendre des décisions qui sont égoïstes et qu'après, c'est toute ta famille qui en porte les conséquences. Ensuite, le point que je m'étais noté, c'était pour foncer dans une aventure comme ça, alors ça je l'ai compris avec l'expérience, c'était toujours d'avoir le feu vert de Dieu. Pour moi, c'était de dire, ok Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode de devenir entrepreneur, c'est sa mode, tu vois plein de vidéos, c'est cool, et t'es à ton compte, tu fais tes horaires, enfin il y a plein de trucs cool, c'est ça. Mais il y a d'autres aspects un peu moins cool et il faut savoir persévérer dans ces choses-là. Donc pour moi, je savais que si c'était la volonté de Dieu, dur ou pas dur, après, il serait là. Donc j'allais pas contre et puis finalement, en gros, t'as voulu faire ça, vas-y, grille-toi les ailes et puis après tu viendras pleurer. Non. Pour moi, j'avais besoin que ce soit un feu vert de Dieu. Et je l'ai fait comme ça. J'avais pas sur mon mur dans ma chambre écrit « c'est bon, vas-y ». On a beaucoup prié avec Mathilde, on avait eu des paroles, on a eu des choses qui nous ont donné des feux verts. Et il y avait un risque à prendre. Est-ce qu'on le prend ? Est-ce qu'on le prend pas ? Est-ce qu'on y va par la foi aussi ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Et vraiment, en 5 ans d'expérience, il y a des fois où j'étais à terre, j'étais en train de pleurer, j'avais pas de clients. J'avais peur, je croyais faire confiance à Dieu alors que finalement je voyais que j'avais un manque de confiance en Dieu. Enfin, plein de choses. Le milieu du travail, que ce soit salarié ou entrepreneur, mais je pense encore plus en tant qu'entrepreneur parce que c'est un challenge presque quotidien. C'est une place où Dieu va former notre caractère. Et donc, il faut qu'on soit à la bonne place. Et ce qui va nous enseigner, ça va être tellement bénéfique pour notre vie. Donc, est-ce qu'on a le feu vert et l'aval de Dieu ? Et je dis toujours aussi, souvent on veut commencer parce qu'on voit certaines entreprises qui nous plaisent, des gars qui ont réussi dans le business, qui sont top, qui ont énormément d'influence. Et on veut parfois griller des étapes. Et pour moi, c'est, encore une fois, commencer petit. On avait choisi avec nos associés pour le studio qu'on ne ferait pas d'emprunt. Et c'était une chose qui nous a sauvés, que quand on a fini l'entreprise, on a dit on arrête maintenant, on n'avait pas à rembourser une banque, on n'avait pas de dette sur le dos, quoi. Sauf les charges qu'on devait payer à l'URSSAF ou des choses comme ça qu'on a réglées et puis c'était réglé. Mais on aurait pu, pour construire le studio, on aurait pu faire un emprunt, 20 000, 50 000, puis il n'y avait plus de limite. Et puis finalement, pas de sous qui rentrent, comment tu rembourses ça ? Et après, tu trouves un taf et finalement, les sous que tu rentres, c'est pour rembourser. Donc, tu vis pour les erreurs de ton passé. Après, il y a d'autres choses qui interviennent. On peut vivre des miracles et ça, j'en connais. Donc, mais en fait, on peut très vite prendre les mauvaises décisions parce qu'aujourd'hui, c'est facile à la banque d'avoir un prêt pour X choses. Même pour des vacances, maintenant, tu peux prendre un emprunt et tout. Et la chose là, c'est en fait d'aller plus vite que la musique. Et souvent, on va aller plus vite que... Connaître ton rythme. Voilà. Donc, c'est commencer petit. Si c'est au fond de ton garage, tu commences au fond de ton garage, tu commences avec un peu de matos. T'as pas de matos pro comme ceux que tu vois sur YouTube, machin. C'est pas grave, et au fur et à mesure, ça vient, etc. Et puis, quelqu'un va te donner un équipement. Et ton entreprise, elle va croître, elle va grandir, elle va prendre de l'essor, tu vas avoir plus de clients, etc. Après, j'ai appris ça aussi, parce qu'au début, je voyais mes collègues qui réussissaient mieux que moi. Et peut-être que les amis qui nous écoutent, ceux qui ont entrepris, ils se disent purée, l'autre là-bas, ça marche tellement mieux, et puis moi je galère, et en plus j'ai Dieu dans ma vie, et puis moi j'y arrive pas et tout. Et moi je me suis aussi posé toutes ces questions, et je me suis dit ok, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai plus de clients et tout ?
Parce que finalement, quand tu es entrepreneur, tu veux des clients, tu veux qu'il y ait de l'argent qui rentre, tu veux te payer un salaire, tu veux bien t'en sortir, quoi. C'est pas pour galérer qu'on devient entrepreneur, c'est en clair. principe. Après, bien sûr, il y a des métiers qui sont compliqués aussi, forcément. Mais en fait, c'est que le cœur de Dieu et le cœur d'un entrepreneur, ça doit être de bénir ses clients. C'est d'être vraiment... Tu vois, en gros, c'est ton client... C'est quelqu'un que tu vas chouchouter, c'est quelqu'un, en gros, c'est pas pour l'arnaquer, c'est pas pour lui tirer son argent. En fait, il faut considérer que la personne en face de toi, c'est Dieu qui te la confie et tu dois lui trouver le meilleur, en fait. Et ton projet, ton entreprise, c'est pas pour prendre l'argent des gens, en fait, c'est pour apporter une valeur ajoutée aux gens. C'est vraiment, quand ils viennent te voir toi parce que ils sentent que tu n'es pas intéressé par leur portefeuille, tu es intéressé pour les bénir, pour leur trouver le meilleur appartement, pour leur trouver pour leur confectionner quelque chose qui soit vraiment voilà, pour eux, etc. Bien sûr, il y a la notion financière, etc. On ne doit rien faire de gratuit et dans le royaume de Dieu, il y a rien qui est gratuit, quoi, sauf le salut, quoi. Mais ce que je veux dire, comprenez-moi bien, c'est que souvent, quand on pense entrepreneur chrétien, ça va être gratuit, alors que c'est pas du tout le cas. Et il y a un salaire pour celui qui est prêt à faire du bon travail. Et au fur et à mesure, en 5 ans de métier dans l'entrepreneuriat un peu plus concret, j'ai compris que je devais faire confiance à Dieu et que le business, l'entreprise, c'est pas ma source. Et ça, c'est hyper important. Et je l'avais pas compris au début. Ça veut dire qu'en fait, moi, je considérais que quand j'allais au travail, faire mon taf d'agent immobilier, en fait, c'est ce qui me permettait de vivre. Et il y a un faux raisonnement, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, et ça, c'est peut-être en France, ou bref, ailleurs, c'est qu'on croit qu'on doit apprendre un métier pour un jour avoir un travail qui nous fera vivre. Wow. Et ça, c'est un mensonge. Okay. Et ça, je l'ai compris très tard, plus tard en fait, mais je l'ai compris. Et en fait, c'est pas notre travail qui nous fait vivre, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Et il nous donne un travail pour répondre à un appel, pour le servir lui, pour l'honorer lui. Et au travers de ce travail, il va faire quelque chose qui va bénir les gens. Et de ce travail-là, il va générer un salaire. Et en fait, un jour, je te donne l'anecdote, j'allais au travail et comme ça, j'avais une pensée dans mon cœur et Dieu me dit tu considères donc l'agence où je bosse comme ta source et non plus moi. Et là, c'était une période où j'avais plus de contrat. Ouais. Je priais pour avoir des clients. J'étais là, je dis mais Seigneur, mais envoie-moi des clients. C'était une période, j'avais l'impression de travailler pour rien. Chaque fois que j'avais des clients, ils disaient non, ah non, finalement, ah oui, ça me plaît bien, ah finalement, je veux pas acheter. Et comme ça, c'est hyper émotionnel aussi dans le métier d'agent immobilier parce que tu te fais des portes qui se ferment et tout. Ça. Et puis quand c'est 1, 2, et puis au bout de 15 ou 20 clients que tu as bossé des heures, t'es démoralisé, quoi. T'es à plat. Donc là, je priais, puis je partais au travail. Et j'avais cette pensée-là. Et du coup, je dis ah bon et tout. Et il me dit ouais. Il dit c'est moi ta source. C'est pas ton métier, c'est pas les investissements que tu as fait, c'est moi ta source. Je dis ah bon, je dis et j'ai commencé à crier ça dans ma voiture tous les matins. Donc, je prenais la route et je disais c'est le Seigneur qui est ma source et Noveo Imo où je travaille n'est pas ma source. Et je faisais que je le proclamais en fait de ma bouche. J'avais besoin que mes oreilles l'entendent, que mon cœur le croie. Et je dis ok, j'ai eu cette révélation. Maintenant il faut que commence à se manifester. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un coup de téléphone avec Mathilde quelques temps auparavant. On avait ouvert tous les deux et c'est une petite astuce. J'embraye sur peut-être un point suivant, mais on avait ouvert en ligne un compte sur une banque en ligne qui nous permettait à tous les deux d'avoir une petite tirelire. La fameuse tirelire que j'avais quand j'étais petit. Ouais. On l'a transformée en tirelire numérique, bref, en ligne, pour... avec l'argent qui est dessus, en fait, on n'avait pas besoin de se demander
Luc, Mathilde, est-ce que tu es OK que je m'achète des chaussures? Est-ce que tu es OK que je m'achète cette nouvelle robe, ce nouveau, je sais pas, une montre, machin. Ouais. En fait, on avait de l'argent et on pouvait faire ce qu'on voulait. On n'avait pas besoin d'être redevable. Ça, c'était sur une partie de nos finances. Et c'est ce qui nous a aidé dans notre couple à construire nos finances aussi. C'est une belle astuce. Et bref. Et cette banque-là, elle m'appelle. Et elle me laisse un message. Monsieur Maeta, j'ai besoin de vous parler. Et elle me laisse un message. Et moi, j'ai commencé à m'énerver parce que je me disais, c'est comme tous les opérateurs là, qui t'appellent, qui veulent te vendre des trucs et tout. Ouais. Et je tombais chaque fois sur la messagerie, il me laissait un message. Mais là, il me laissait un message, tu vois, ce qui était bizarre. Et un jour, j'ai réussi à avoir cette personne au téléphone et qui me dit, Monsieur Maeta, je suis content de vous avoir au téléphone. Je voulais vous annoncer que vous avez gagné le concours. Et la banque, c'était Boursorama. Le concours Boursorama 2020. Hein? Je dis c'est étonnant parce que j'ai jamais joué à quoi que ce soit, jamais participé. Je dis écoutez, plus 2 semaines avant, je m'étais fait arnaquer en ligne. J'avais acheté un truc sur internet qui m'est jamais arrivé. J'étais hyper suspicieux. Et je lui ai dit, je dis écoutez, bizarre. Dites-moi. Et c'est quoi le concours? Il me dit vous avez été sélectionné, vous avez gagné et tout. Et j'ai gagné quoi? Il me dit on vous rembourse toutes vos dépenses que vous avez fait avec votre carte bancaire de l'année 2020, on vous rembourse tout ce que vous avez payé sur votre compte. Je dis c'est cool, et faut que je fasse quoi? Elle me dit la dame, il faut que vous me donniez l'accès à votre compte en ligne en m'écrivant un email via votre accès et que vous me donniez le droit de consulter vos comptes pour faire le calcul. Encore plus suspect, quoi. Et du coup, je dis ok, d'accord. Elle me dit mais par contre, il faut me le faire vite parce que sinon je passe au suivant. D'accord, ok. Mais vous pouvez m'envoyer le règlement du jeu, je lui dis, tu vois, envoyez-moi le règlement. Ah, je le retrouve pas, machin et tout ça. Je dis ok. Laissez-moi un jour ou deux et j'y réfléchis, puis je vous tiens au courant. Je raccroche et je vais sur Internet et là, je tape concours Boursorama 2020. Je trouve le règlement du jeu signé par un huissier. Et il s'est passé quelque chose d'extra à ce moment-là. Donc, c'était la période où vraiment j'avais besoin de comprendre que Dieu est ma source et non pas mon business. Et en fait, je lis les articles que je trouve sur Internet et là, je vois un article qui dit que Boursorama va contacter les clients la période temps, on était pile dedans, et qui vont procéder aux distributions des gains à telle et telle période aussi. Donc ça correspondait nickel. Et quand je vois le nombre de participants et le nombre de gagnants, il y avait écrit, alors je me souviens plus le chiffre exact, mais ça se comptait en millions. Il y a 1 million d'utilisateurs. Il y avait 10 personnes qui ont été choisies. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai vécu la chose extraordinaire. J'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti le regard de Dieu. J'étais assis à mon bureau au travail et je l'ai senti là, comme ça, juste derrière mon épaule, comme ça. Et il me disait, Luc, et je sais que tout le monde rigole quand je dis ça, je sais exactement combien de cheveux tu as sur ta tête. Donc ça fait rire tout le monde, effectivement, parce que j'en ai plus beaucoup. Mais en fait, le miracle s'est passé dans mon cœur et j'ai compris qu'en fait, il savait prendre soin de moi. Il était ma source. Et là, il me dit, je suis ta source. Wow. Et en fait, j'ai eu la paix. À ce moment-là, j'ai eu vraiment une paix. Je suis allé sur mon ordi, j'ai envoyé un mail via mon accès Boursorama et quelques semaines après, ils m'ont remboursé 1 an de dépenses que j'avais fait avec ma carte bancaire. Ils m'ont tout remboursé, j'ai eu les sous, j'ai pu en profiter. Et ça, c'était trop génial. Mais le miracle, c'était qu'en fait, avant, il m'avait dit, Luc, je suis ta source. Et en fait, j'ai compris que tu fais un business d'immobilier, que tu sois dans les travaux, enfin, peu importe, c'est un service que tu fais pour celui qui t'a créé. Parce qu'il veut que tu sois là et que ça va être un outil dans sa main pour ce que... Et le salaire, les sous, etc., il peut faire venir de où il veut. Quand j'ai vu ça, j'avais jamais vécu un truc comme ça. Je me suis dit, mais un jour, si jamais quelqu'un qui m'appelle et vous avez gagné au loto, je serais même plus surpris parce que il peut faire venir des ressources financières de où il veut pour te bénir, pour te montrer. Il t'oubliera jamais, il t'abandonnera pas. Il y a eu des périodes de creux, il y a eu des périodes où après je me sentais en confiance, je me suis dit Dieu est avec moi, je vais avoir de nouveau des clients, et en fait c'est un état de cœur et Dieu il veut absolument notre cœur, tu vois. Et qu'on soit dans le business, qu'on soit salarié, etc., pour réussir, je pense que c'est d'abord avoir le bon état de cœur, tu vois. C'est de savoir
pourquoi tu fais ça, pour qui tu le fais, et ce que ça va générer, qu'est-ce que tu vas en faire avec. Ça, on peut aussi en parler après, mais c'est dans le sens... voilà. Moi, c'était mon expérience, et ce que je veux laisser à ceux qui vont nous écouter, c'est que vraiment, Dieu est notre source, et que oui, pour réussir dans le business, commencer petit, avoir une vision aussi bien sûr, de ce qu'on va faire. Notre métier, c'est pas pour avoir de quoi vivre, c'est pour servir Dieu. Et puis voilà. Je sais pas si ça répondait. Je pense que ça a répondu pas mal à cette question-là. Et j'ai écouté cette semaine dans une série de messages sur la gestion des finances par un pasteur. Et le pasteur, dans un de ses messages, il disait l'argent ne doit pas être le focus, mais le fruit. Ce que tu vas faire, ça ne doit pas dépendre de l'argent qui va en découler, en fait. Ouais, c'est ça. Et ce qui est ouf aussi par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'il disait aussi, enfin il parlait pas d'entrepreneuriat, mais il parlait de la foi. En fait, justement, quand tu es entrepreneur, il faut avoir la foi dans ce que tu vas faire parce que tu sais pas, en fait, tu vois pas le bout du tunnel. Et il disait aussi que ce n'est pas la foi s'il y a une garantie. Ouais, et ça, c'est juste ouf parce que, en fait, si tu sais déjà qu'en fait, tu vas réussir, que tu vas gagner tant et tant. En fait, qu'est-ce qui te pousse en fait à faire ce que tu fais encore? Parce que tu sais que en fait, au final, je sais que je vais gagner 7 ans ce mois-ci. Du coup, je le fais juste parce que je dois faire, parce que je sais que je vais gagner ça. Ouais, et du coup, en fait, au final, le focus, il est sur l'argent et pas sur le fait que c'est juste le fruit en fait, de l'argent que tu reçois. C'est ça, c'est souvent. Mais en fait, c'est compliqué parce que, quand tu es dedans, tu t'es confronté à des problèmes terre à terre, en fait. C'est comment tu payes tes factures à un moment donné. Tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs qui ont un loyer à payer, par exemple. Tu dis, Seigneur, s'il n'y a pas l'argent qui rentre, etc. Donc tu te dis, il me faut tant et tant de clients, tu te fais ton business plan, tu fais il me faut, 10 clients par mois pour que j'assure juste mes charges et tout le reste, après, ce sera mon bénéfice. Il y a des questions comme ça que les entrepreneurs, ils ont quand tu es salarié, tu sais que tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois. On a une responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise. Et encore, je fais partie d'un ensemble, j'ai pas encore toutes ces décisions à prendre non plus. Mais je remarque que ça peut être prenant, tu vois, au quotidien, et tu as des chiffres qui sont devant tes yeux aussi. Donc, c'est très dur de s'en détacher pour dire, OK, Seigneur, ça tu gères, et puis ça m'importe pas, etc. Donc, on peut avoir le focus sur les chiffres, sur les tableurs, sur les montants. Mais comme tu as dit, cette partie-là, elle va être assurée. Et quand tu prends une décision, effectivement, par la foi, tu dis, OK, je vais pas m'inquiéter, je décide de pas m'inquiéter aussi parce que ça peut être source de stress, d'anxiété, etc. Tu dis, OK, cette partie, si Dieu a voulu que je fasse cette entreprise, il va faire en sorte qu'il y ait les choses qui rentrent au bon moment, etc. Quoi. Et après, se dire, on a le droit aussi d'en profiter, d'avoir des ressources, dire, OK, génial, on a fait un super mois, on a fait une super année, on a reçu des ressources, etc. Et puis on va en profiter aussi. Mais tu as ceux effectivement qui gardent que le focus sur faire des chiffres, du chiffre, toujours plus. Il y a des choses qui peuvent être des dérives, on peut glisser. Et je pense que c'est de ça que tu veux dire aussi, ou après... et puis on vit pour gagner de l'argent et pas pour faire ce qu'on aime forcément aussi. Au bout d'un moment, ça peut tendre aussi vers là, quoi. Ouais, carrément. Merci d'avoir écouté cette partie 1 sur l'épisode des finances. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner surtout. Et on se retrouve au prochain épisode pour la partie 2 du même sujet. À bientôt!